Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 123 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va parler des Dallas Mavericks 2023. Bon, alors, évidemment, pourquoi parler de Dallas aujourd'hui ? On poursuit notre série des stats de la saison, un format qui nous permet, à travers le prétexte des statistiques, de soulever des stats intéressantes sur telle ou telle équipe, de faire un bilan sur chacune des équipes NBA. Donc, on a déjà fait pas mal d'équipes cette année, on a fait Denver, on a fait Philadelphie, on a fait OKC, on a fait Orlando, etc. Et donc, aujourd'hui, bilan de la saison des Dallas Mavericks 2023. Avec donc ce format des stats de la saison où soit on fait remonter à la surface des stats qui en elles-mêmes peuvent être intéressantes, soit, comme je le disais, on peut aussi se servir de ce format et de certaines stats, certains points clés pour parler un peu pêle-mêle de plein de sujets à propos de la saison 2023 des Mavericks. Et comme vous le savez, il y a pas mal de choses à dire sur ces Mavericks. Donc ça va être un peu la mission du jour, évidemment. Et pour ça, on reçoit quelqu'un que vous connaissez déjà sur le Basket Lab, puisqu'aujourd'hui, on reçoit Baptiste pour nous aider à parler de Dallas. Baptiste, que vous connaissez comme Penny Bergkamp sur Twitter, du podcast le Dreamcast Show, bien sûr. Baptiste aussi du projet Le Roster, nouveau projet. Et donc Baptiste revient sur ce format des stats de la saison pour nous aider avec l'équipe du jour. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, les 10 stats de la saison des Dallas Mavericks 2023. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série des stats de la saison avec aujourd'hui Dallas et avec un invité que vous connaissez puisque c'est Baptiste qui nous rejoint. Comment ça va, Baptiste ? Salut Guillaume, écoute, ça va super. Merci de la deuxième invitation. C'est toujours un plaisir de passer de l'autre côté de la table, on va dire. De l'autre côté des ondes. C'est ça. Mais plaisir de te recevoir, évidemment. Baptiste, que vous connaissez, tu étais déjà venu faire l'épisode sur New York, évidemment. Toi, le fan de New York. Et tu reviens avec ton expertise sur les stats et sur la NBA en plus généralement aussi, pour parler de Dallas. Baptiste, que vous connaissez sous le pseudo de Penny Bergkamp, évidemment, sur Twitter, les threads Twitter, le podcast, ton podcast, le Dreamcast Show aussi. Et surtout, tu as rejoint il n'y a pas longtemps le fameux projet Le Roster. Est-ce que tu peux un peu nous en dire deux mots de ce grand projet ? Bah ouais, écoute, avec plaisir. Donc le Roster, c'est un petit média qui s'est lancé il y a pas longtemps avec, on va dire, l'objectif de couvrir les 30 franchises avec une personne au moins affiliée à chaque franchise. Et donc moi je suis affilié au Knicks et la petite nouveauté c'est que désormais n'importe quel contributeur peut écrire un article. Donc si jamais vous des auditeurs, vous avez envie d'écrire un article sur n'importe quoi, c'est ouvert, vous pouvez écrire sur le Roster. Donc c'est le Roster sur Twitter et vous pouvez trouver ça et il y a juste une relecture, donc écrivez pas n'importe quoi, ça passera pas. Ouais. C'était un peu sur le modèle, d'ailleurs à l'époque, on en parlait là tout à l'heure en antenne, un peu sur le modèle de ce que faisait beIN Sport à une époque où ils avaient un site où chacun pouvait venir contribuer. C'est un peu le principe. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez un peu envie de vous chauffer à écrire des articles, on vous donne rendez-vous sur le Roster, ce grand projet qui est en train de se monter. Et donc oui, aujourd'hui ce qu'on va faire, notre fameuse série des 10 stats de la saison. Les habitués vous connaissez, mais en gros le but c'est de faire un bilan équipe par équipe de cette saison 2023 à travers un format de 10 stats, donc 10 stats ou 10 points clés, grosso modo. Ça peut être soit des stats intéressantes en elles-mêmes, ça peut être juste un prétexte pour parler de plein de petits thèmes sur l'équipe en question. Et donc, aujourd'hui, Dallas. Et d'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais les malheurs de Dallas ne sont pas pour te déplaire, toi, le fan des Knicks, puisque vous avez encore des pics de Dallas qui doivent arriver chez vous, non ? C'est ça. Alors, on a été un peu déçus parce que en fait, le pic des Mavs donc de cette année
était protégé top 10. Et donc en fait, vous avez remarqué que à la fin de saison, Dallas a complètement tanké et a même pris une amende pour ça, il me semble, parce que du coup, les Mavs sont rentrés dans le top 10 avec le pick 10, et donc les Knicks n'ont pas récupéré le pick, mais ils le récupéreront l'année d'après. C'est ça, ouais. Ouais, non, en fait, Dallas était un peu à la limite, et plutôt que de faire un push sur les derniers matchs pour le play-in, ils ont laissé tomber, ils sont descendus sur le 10e pire bilan, grosso modo, et effectivement, ils ont eu le 10e pick. Du coup, ils ont été punis parce que ça a marché, en fait. mais effectivement. Mais bref, donc parlons de Dallas aujourd'hui. On va faire le bilan de cette saison de Dallas qui a été assez particulière finalement parce que on parle un peu de ce tanking de toute fin de saison, mais je pense que plus globalement on peut parler de déception cette année. On va essayer d'aborder et de faire donc le bilan des Mavericks 2023 après leur finale de conférence 2022. Et ben allons-y. Du coup, si tu es prêt, quelle est du coup, je peux te lancer. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour les Dallas Mavericks 2023? Alors, pour les Dallas Mavericks 2023, ma première stat, c'est moins 3,7. Aïe. Alors, c'est le différentiel des expected wins. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le foot, vous connaissez les expected goals, les expected points, etc. Et ben, sachez que ça existe aussi pour la NBA. Et donc les expected wins, c'est une projection, on va dire, de avec la production de l'équipe, combien de matchs elle est censée remporter. Et donc, cette année, ils avaient un bilan supposé de 41,7 victoires, donc 41,7 expected wins, et ils en ont gagné que 38. Ouais. Et donc, ils ont un différentiel de moins 3,7. Donc, ils ont sous-performé. Là où, par exemple, l'année dernière, ils avaient surperformé. Ils avaient fait 52 victoires alors que leur bilan était projeté à 50,5. Et donc, c'est un peu quelque chose qui va avec le clutch. C'est la 16e équipe dans les matchs clutch d'après NBA.com en termes de pourcentage de victoire. Et c'est un côté assez intéressant parce qu'il y a deux facettes, il y a deux lectures possibles à ça. C'est soit être très, très critique sur pourquoi ça n'a pas marché, etc. Soit on peut être plus indulgent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté très aléatoire au basket, avec les tirs qui rentrent pas, etc. Il y a de la variance. Et encore plus dans des matchs serrés. En fait, le match pourrait être gagné comme il pourrait être perdu. Et moi, j'ai noté quelque chose qui résume parfaitement ma pensée. C'était sur Twitter, c'est Antoine Tartrou qui avait dit après l'élimination des Sixers, qu'il avait dit, donc je cite, toujours eu du mal à encenser et ou enfoncer une équipe après une victoire ou défaite sur un match 7, hormis écart important de niveau. Ça me paraît important de faire l'exercice mental, de voir si les louanges critiques tiennent avec une issue différente. Et donc, bon, là, c'est pas un match 7, c'est des matchs serrés, mais c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que pour peu que la pièce tombe de l'autre côté, si ça se trouve, Dallas fait 6e de conférence, etc. Donc ça, c'est une première lecture qu'on peut avoir. Et aussi, de l'autre côté, on peut aussi se dire, on peut être plus critique et se dire, ah bah oui, en fait, quand on rentre dans les stats, ils ont le 16e bilan, mais ils ont le 17e rating, donc le net rating. Donc en fait, ils sont à -1, donc ils perdent les matchs. En fait, ils sont moins forts dans le clutch. Et pourquoi est-ce que le rating dégringole? Le net rating, c'est parce que l'offensive rating descend à 106, qui serait le 22e offensive rating dans le clutch. Alors que Dallas est censé être une très bonne attaque. En gros, ils ont des grosses pannes dans le clutch, en fait. C'est ça que voilà, c'est ça. Que d'habitude, l'attaque va bien, mais dans le clutch, cette année, il y a eu une panne. C'est ça. Et on peut avoir un peu plus de critiques sur ah bah oui, l'attaque est plutôt très simpliste avec beaucoup d'isolation, etc. Et face à des défenses qui sont de plus en plus avancées et dynamiques en NBA aujourd'hui, bah une attaque comme ça se fait souvent un peu contenir et baisse en régime et connaît donc des pannes, ouais, comme dit. Et par exemple, moi, un exemple qui me revient souvent en tête, c'est que bah à Dallas, t'as envie que ce soit Luka Doncic qui prenne le dernier tir. Et en fait, plusieurs fois où je regarde Dallas, en fait, c'est pas lui qui prend les derniers tirs parce que juste la défense s'adapte et l'en empêche. Et par exemple, l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, mais Dinwiddie avait mis, quand il est arrivé, deux game winners, dont un contre les Nets. Ouais. Donc là, bah, c'est clairement, l'année dernière, la pièce, elle est tombée du bon côté et Dinwiddie rentrait ses tirs. Et cette année, je trouve que c'est un peu moins ça. Et du coup, cette attaque assez simpliste a connu des limites dans le clutch.
Et donc c'est aussi pour dire un peu, c'est une saison décevante, mais en fait pour pas grand chose, ça aurait pu basculer dans l'autre sens aussi, quoi. Oui, oui. Non, tout à fait. Non, mais en plus, même au-delà de ce côté stat, c'est aussi le ressenti qu'on a eu dans la saison, hein, où jusqu'à très tard, ils étaient dans la course, non pas au play-in, mais même à la 6e place, comme tu dis, et à la qualification directe. Mais c'est vrai que c'est intéressant, cette stat que tu nous donnes, ce fameux expected win. Donc je crois que c'est sur Cleaning the Glass, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, que tu l'as prise. c'est ça. Qui est en gros, voilà, donc on regarde ton net rating, on regarde ton différentiel attaque-défense, ta production dans le jeu, on va dire, attaque-défense, et on extrapole à partir de ça, on projette à partir de ça. Et c'est vrai que ça peut être un indicateur parfois très intéressant, un peu dans des cas extrêmes, on va dire. Parce que c'est vrai que, bon, il ne faut pas s'arrêter à la virgule près ou quoi, mais je me souviens que je crois que c'est Boston l'an dernier, où on a retenu que la première partie de saison, par exemple, était très très décevante, et en fait tu regardais l'expected win, tu te dis ah non, en fait non, ils n'avaient pas eu de chance, quoi. Et en fait ils produisaient déjà un très très bon fond de jeu sur la première partie de saison 2022. Mais donc c'est vrai que dans des cas un peu extrêmes comme Boston ou comme là un peu Dallas, ça reste intéressant. Et du coup tu liais ça aussi au côté très aléatoire de certaines fins de match, et c'est vrai, c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés chercher un Kyrie Irving, pour le coup, parce que Oui. moi, quand tu me dis il y a des problèmes de clutch, effectivement, je fais un peu le même constat, et tu parlais des facilités aussi de la défense à pouvoir un peu plus isoler, ou même ne pas faire participer Luka Doncic à l'attaque de fin de match. Bah, il faut aussi noter le départ non remplacé de Jalen Brunson à l'été dernier. Ce qui fait que, bah oui, du coup, tu peux totalement te concentrer sur Doncic, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont allés chercher un autre porteur de balle de qualité pour remplacer Jalen Brunson, donc avec Irving, et pour essayer comme ça un peu mieux d'équilibrer, notamment sur des fins de match. Oui, bah tout à fait. Et en plus, on l'a vu quand il est arrivé, Kyrie a quand même fait 2-3 quatrième quart-temps à 20 points. Enfin, il a toujours été très très fort dans les quatrièmes quart-temps. Donc quelque part, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été pris. Je suis bien d'accord. Oui, puis comme tu dis aussi, bon, on l'oublie un peu maintenant parce que ça a été un échec retentissant la toute fin de saison. Mais encore une fois, ils étaient dans la course jusqu'à très longtemps, quoi. Donc peut-être que, comme tu disais, si la pièce retombe du bon côté plutôt que du mauvais, peut-être qu'on a un Dallas 6e, peut-être qu'on a Dallas dans le play-in, peut-être même qu'on a Dallas avec Doncic et Irving qui embêtent les Nuggets au premier tour. Enfin, effectivement, on n'en est pas passé si loin que ça, quoi. On a toujours le résultat a posteriori, on a toujours ce biais de ça pouvait ne se passer que comme ça, c'était un échec. Mais je te rejoins un peu sur le fait que c'est peut-être un peu plus nuancé que ça, même si, au fond, on va quand même faire le bilan aujourd'hui de bon, il y a quand même eu des points assez mauvais sur cette saison des Mavericks, quoi. Oui. C'est sûr que il y a des choses qui n'allaient pas du tout, mais c'était juste pour un peu remettre dans le contexte. C'est pour ça que je l'ai cité en premier aussi. Ouais. En fait, on a lu beaucoup de critiques, c'est-à-dire c'est un échec complet cette saison de Dallas, il y a rien qui va, etc. Mais au final, ils ont aussi Luka qui rate une quinzaine de matchs, etc. Et ils sont pas passés si loin d'être en play-off. Oui. Et peut-être il y a peut-être un côté malchance aussi, tout simplement, quoi. Voilà. Ils auraient pu être tout aussi mauvais avec certains défauts majeurs cette saison, mais quand même en playoff 8e, Voilà, c'est ça. et une série du premier tour de playoff, quoi. Et finalement, bon, oui, il y a une différence, mais au final, que tu te fasses éliminer au premier tour ou que tu partes directement à la maison, il n'y a pas tant que ça de différence, je trouve. Enfin, en général, je dis ça l'année où Miami est en finale, mais en général, quand t'es une équipe qui est 7e, 8e et que t'es au premier tour des playoffs, c'est déjà un petit accomplissement en soi, mais t'as pas plus d'ambition, quoi. Mais voilà, en plus, il y avait ce côté, la course au pic à pas donner à New York, dont on parlait tout à l'heure, qui a peut-être aussi poussé dans cette direction. Et si ça se trouve, s'il n'y a pas non plus cette histoire de pic, peut-être que ça force un peu plus, et peut-être qu'on a aussi une vision différente de l'échec monumental, parce que peut-être qu'ils accrochent le play-in pour le coup. Donc ouais, effectivement. Mais très bonne première stat pour démarrer. Du coup, je peux enchaîner avec la mienne si tu veux bien, sauf si tu as des choses à rajouter. Non, vas-y, je t'en prie. Eh bien, on va continuer un peu sur la vision un peu globale et sur ce qui n'a pas trop marché. Ma première stat, moi, du jour, c'est 115,5. 115,5, c'est le defensive rating de Dallas, mais le defensive rating jusqu'au 9 février 2023. Pourquoi le 9 février ? C'est un peu la trade deadline, en fait. Et pourquoi est-ce que je le cite ? C'est parce que, en fait, donc, sur la première partie de saison, la défense encaissait 115,5 points par 100 possessions,
C'était le 21e defensive rating de NBA sur 30. 21e sur 30. C'était déjà pas bon, en fait. Sur l'année complète, ils finissent à 117 d'offensive rating, ce qui est 116,9 si vous voulez être précis. Sur l'année complète, ils sont 23e, mais en fait, jusqu'à la trade deadline, ils étaient déjà 21e. Ce qui donc n'est pas très bon. Et je voulais un peu commencer par ça de mon côté, parce qu'il y a un peu de raisons pour lesquelles je cite ce chiffre jusqu'au 9 février. C'est que, premièrement, la défense a été le point noir de cette année, du côté de Dallas, très clairement. On a un différentiel attaque-défense sur l'année globale qui est nul, hein, qui est à plus 0,3. Enfin, voilà, on est loin des standards des 3 dernières années où ça crée un vrai différentiel positif. Là, on est au niveau 0. Cette année, ils sont 6e attaque et 23e défense, donc assez déséquilibré, alors que l'an dernier, par exemple, ils étaient 12e attaque et 8e défense. Donc, équipe assez équilibrée qui produisait un bon différentiel. Là, cette année, c'est plus le cas, parce que la défense est très mauvaise. Donc, première raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce que la défense a été le problème pour moi de cette équipe. Et puis, deuxièmement, je voulais aussi insister sur le fait que le départ de Dorian Finney-Smith n'a pas été la seule raison à cette mauvaise défense. Et c'est exactement pour ça que je suis allé chercher les stats avec lui jusqu'au mois de février. Bon ben voilà, même avec Dorian Finney-Smith, on avait déjà 115,5 points encaissés par 100 possessions. Ça ne peut pas être que lui, il était déjà là, évidemment. Mais oui, en fait, il y avait des problèmes un peu plus profonds. Certes, son départ n'a pas aidé, évidemment. C'était une perte assez importante au niveau de la défense sur l'aile, au niveau de la défense plus globale des switches, etc. Ok, mais il y a d'autres problèmes aussi. Il y a eu d'autres problèmes cette année. Il y a eu le recrutement de Javel McGee qui a été mis en avant alors que, c'était pas vraiment... On le savait qu'il était nul, hein, et pourtant, voilà. Christian Wood aussi qui est arrivé, profil très offensif, mais pas très défensif. Maxi Kleber qui a été blessé une grosse partie de l'année, il fait que 37 matchs. Bref, il y a plein de problèmes qui font que, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu le gros point noir. Et pour moi, l'explication de cette mauvaise année, ça commence et presque ça se termine aussi par la défense. Ouais, complètement. L'année dernière, ce qui a fait leur force, c'est cette défense qui était franchement surprenante. On a l'habitude depuis que Luka est là, que ce soit plutôt une attaque dirigée par une équipe dirigée par l'attaque, pardon. Ils avaient eu, je crois, pendant la deuxième année de Luka, la saison sophomore, le plus gros offensive rating de l'histoire, si je ne dis pas de bêtises. De l'histoire à l'époque. À l'époque, oui. Entre-temps, il a été battu. Ouais. Non, mais voilà. Et là, cette année, la défense a complètement dégringolé. Et c'est vrai que tu te dis, je trouve qu'on apporte beaucoup d'importance, beaucoup plus d'importance qu'il n'en a réellement au rôle de Dorian Finney-Smith. Donc, je suis bien content que t'aies cité cette stat pour montrer qu'en fait, même avec lui, la défense était déjà pas top, pas terrible. Alors, son départ a pas aidé, mais en fait, la différence est presque minime. En plus, en comptant les derniers matchs où tout le monde était au repos et c'était l'équipe C qui jouait, etc. Oui. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est un défenseur polyvalent, tu l'as dit, mais dans son rôle, c'est-à-dire de wing stopper, on va dire à peu près comme ça, c'est pas le rôle qui a le plus d'impact et ça s'est vu. Et le problème est bien plus profond. Le problème défensif de Dallas est bien plus profond que juste on a perdu Dorian Finney-Smith. Oui, non, mais comme tu dis, le profil de wingstopper est intéressant, mais c'est pas l'influence que peut avoir certains intérieurs défensifs, par exemple, quoi. Donc oui, ça a pas fait du bien, mais il y avait d'autres problèmes aussi, en fait, dès le début d'année. Donc il y a ce côté-là. Et c'est vrai que l'an dernier, c'était la première année depuis assez longtemps que Dallas était 8e défense, top 10. C'était d'ailleurs la première année du cycle Luka Doncic où on avait une bonne défense. Et avant ça, ils étaient 19e, 18e, 21e, 8e en 2022, donc top 10. Et on est de nouveau cette année 23e en termes de defensive rating. Au niveau des stats de cleaning the glass, hein, c'est peut-être un peu différent de basketball référence, mais bon, c'est pareil, presque. Pour donner l'idée, quoi, ça va être pareil, oui. Mais oui, moi, ce à quoi ça me fait penser, je sais pas ton avis, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai un peu l'impression que c'est la spécialité Jason Kidd, pour le coup. Oui. Parce que je sais pas si t'avais noté, mais il avait fait pareil à Milwaukee. Oui, c'est ça. Il y avait une première année où en plus, quand il était arrivé à Milwaukee, c'était une de ses premières expériences. On était là là, quel coach génial, absolument génial. Ça va être super les années à venir avec Giannis, etc., avec les Bucks. Et puis, ça a fait patatras dès la deuxième année. Donc oui, c'est sûr que j'y ai forcément pensé aussi. C'est dur de pas y penser, on va dire. Oui, c'est ça. Ils étaient pire équipe de NBA en 2014. Il arrive,
et ils deviennent top 10 défense de NBA, alors que l'année d'avant, ils étaient vraiment la pire équipe de NBA en termes de bilan. On s'est dit, ah ouais, il a tout changé. Et puis en fait, le reste du cycle Jason Kidd, la défense était mauvaise parce que tout le monde s'était un peu habitué à ces schémas agressifs qui étaient un peu surprenants. Je crois que la solution, en fait, c'était de faire comme à Brooklyn, en fait, puisqu'il avait fait qu'une année à Brooklyn. Et donc, on était resté sur une note positive. Mais voilà, donc là, blague à part, c'est un peu un fun fact, même si bon, je suis pas très fan de Jason Kidd, mais c'est vrai qu'on a un peu de nouveau ce truc où on a eu un effet de surprise la première année, et là, la défense est de nouveau assez mauvaise, hein, finalement. Et c'est vrai que le gros problème, un peu stat qui ressort sur cette défense, c'est notamment, il y a un énorme problème de lancer franc, en fait. Ouais. C'est une défense qui concède beaucoup trop de lancers francs, 27e sur 30 cette année, en termes de lancers francs concédés. Même à l'époque, les stats avec Dorian Finney-Smith, ils étaient carrément 30e sur 30, pour vous dire. Donc ça n'a pas tout réglé. La défense sur demi-terrain en particulier, ils étaient l'an dernier à 94 points par 100 possessions. 94, c'est monté à 100 points par 100 possessions cette année. Et donc en gros, dans les classements, c'était 11e l'an dernier. C'est descendu 23e, donc un sacré écart. Voilà, c'est au niveau des rebonds offensifs aussi, on voit une nette différence. Beaucoup plus de points faciles autorisés de cette manière-là. Au niveau de l'efficacité au panier, ça se stabilise à un niveau qui n'était déjà pas bon l'an dernier, qui est toujours pas très bon cette année, mais on autorise plus de tirs au panier aussi cette année. Voilà, il y a plein de petites choses qui viennent s'additionner pour faire qui expliquent en fait cette baisse défensive qui vraiment est un peu le cœur du problème de cette année. Et on ne sait pas, on verra, mais peut-être pour les années prochaines, en tout cas, ça reste la problématique à régler pour l'intersaison, je pense. C'est le chantier principal. C'est le chantier principal pour Dallas, ça c'est une certitude. Et si on devait un peu pointer du doigt, quels sont un peu d'un point de vue personnel et d'un point de vue joueur, comment est-ce que toi t'expliquerais, comment tu hiérarchiserais les problèmes défensifs des Mavs? Bah alors là on empiète un peu sur ma deuxième stat, mais ah bah vas-y, du coup quelle est ta deuxième stat du jour à nous partager? Je peux enchaîner. Alors c'est 54,9. Donc c'est l'IFG adverse, donc autorisé. Ouais. Donc en fait, je suis parti du principe en regardant le rating de base, comme tu l'as dit, on voit bien qu'il y a un gros problème défensif, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé d'une année à l'autre? C'est quand même pas la perte de Jalen Brunson qui a transformé cette défense. Oui. Donc je suis allé voir les 4 factors, donc les 4 facteurs qui te donnent le niveau défensif de l'équipe. Et donc comme tu as dit là, donc j'ai comparé 2022 à 2023. Donc 2022, ils étaient 10e en lancer franc autorisé, ils sont passés 27e, comme tu as dit. Ouais. Rebond défensif, ils étaient 8e, ils sont passés 21e. Et à l'IFG, ils étaient 6e et ils sont passés 20e, donc avec 54,9%. Donc l'IFG, je sais pas si tu veux que je le rappelle. C'est l'adresse autorisée, et le IFG, on ajuste les 3 points par rapport aux 2 points. C'est pour ça que c'est pas le FG, mais c'est le IFG, ouais. Et c'est sans compter les lancers francs, du coup. Ouais. C'est juste les jump shots, quoi. Et donc, je suis allé regarder d'abord une première fois, et je me suis dit, un phénomène qui peut arriver souvent, c'est la variance du tir à 3 points. Ouais. Peut-être que l'année dernière, ils étaient très faibles et cette année très haut. Et en fait, non. C'est la défense du tir à 3 points est très stable, c'est plutôt une bonne défense du tir à 3 points. Donc, je suis allé chercher un peu plus loin, et c'est vrai que dans la peinture, dans la raquette, ils se sont plutôt stabilisés. Il y a eu quand même une hausse, c'est-à-dire ils sont passés de 63,4% autorisés sur les tirs dans la raquette à 65,4%. Donc c'est une petite augmentation, mais c'est pas grand-chose. Mais en fait, surtout, il y a une augmentation de la fréquence. Il y a une augmentation énorme de la fréquence des tirs permis dans la raquette. Et ça, c'est évidemment parce que Maxi Kleber, je pense qu'une des raisons principales, c'est parce que Maxi Kleber a été blessé. Maxi Kleber qui sortait d'une année absolument magnifique où il infligeait moins 6,5%
à ses adversaires, et cette année il autorise plus 3,5% en jouant beaucoup moins de matchs. Donc son absence a fait que, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup plus de minutes de Javal McGee, de Dwight Powell, de Christian Wood, et en fait, bah t'as déjà des intérieurs un peu plus de drop classique, donc qui t'ouvrent sur le mi-distance. Et sur le mi-distance, Dallas a beaucoup souffert cette année. Ils sont catastrophiques. Et en plus, donc tu défends en drop, donc avec du Javal McGee, etc. Mais tu n'as pas ce bonus de défendre en drop, de protection d'arceau que tu as, par exemple, quand tu fais jouer Brook Lopez. Ouais. Enfin bon, je dis Brook Lopez, c'est un des meilleurs de NBA évidemment. Euh, donc voilà, cette absence a fait beaucoup de mal, je trouve. Je voulais un peu revenir là-dessus. Et en plus, tu as Christian Wood qui, en fait, Christian Wood n'est pas mauvais en soi quand tu regardes les chiffres en termes de défense d'arceau, mais il fait beaucoup de fautes et il autorise beaucoup de fréquences de tirs au panier qui sont les tirs les plus rémunérateurs du basket. Donc en fait, un peu dans tout ça, t'as un gros problème de personnel, premièrement, qui t'empêche d'avoir des schémas intéressants, on va dire. Et donc t'as plein de problèmes de, de, de personnel qui est juste pas compétent pour défendre ton cercle, et même pas compétent pour faire autre chose que des schémas classiques. Tu peux pas vraiment être agressif avec du Javal McGee et du Christian Wood, par exemple. Ouais. Enfin, Christian Wood est trop agressif, justement. Mais voilà. Ouais. Non, mais effectivement, il y a un peu un problème d'effectif un peu global, je pense. Tu disais au niveau des chiffres, Christian Wood n'est pas catastrophique, mais c'est vrai que je sais que les fans des Mavs qui voyaient beaucoup de matchs s'arrachaient un peu les cheveux parce que c'était peut-être pas assez bon. Et c'est là où, en plus, paradoxalement, par rapport à Jason Kidd, que bon, je sens on va lui taper dessus tout le podcast, du coup. Non, mais c'est vrai que il n'y avait pas Maxi Kleber, d'accord, qui était une part importante dans la défense, mais qui n'est pas non plus un protecteur de panier incroyable, quoi. Mais ce que je trouve bizarre avec ça, c'est que justement, Jason Kidd, quand il était arrivé à Milwaukee, et sa très bonne défense, très surprenante, c'était en étant très agressif, en fait, au niveau du porteur de balle, des fameux schémas en hard edge sur le porteur de balle, sur pick and roll. Et donc, c'était une agressivité qui ressortait un peu du lot à l'époque. Et voilà, les équipes, au bout d'un an, elles étaient plus surprises, quoi. Et là, paradoxalement, ou ironiquement, je sais pas, mais là, je trouve qu'il y a une défense peut-être pas assez agressive, justement, parce que t'as bien parlé du personnel en place. On n'a pas de vrai protecteur de panier traditionnel, et pourtant, on arrive un peu à faire des schémas justement traditionnels avec donc des gens qui sont pas compétents dans ce rôle-là pour briller suffisamment, on va dire. Et par ailleurs, on a une défense on n'a pas, je trouve, des schémas très agressifs pour, par ailleurs, en plus de l'intérieur, venir aider à boucher l'espace, venir aider à bloquer l'accès au panier. Je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voyait dans les schémas défensifs pendant les matchs, mais qui se retrouve d'ailleurs dans les stats. On voit Dallas est une des meilleures équipes pour autoriser très très peu de tirs à 3 points, mais sauf qu'on sait que c'est plus forcément ça, hein, c'est plus forcément un critère aujourd'hui qui est déterminant dans une bonne défense, en fait. Aujourd'hui, de toute façon, tout le monde prend beaucoup de 3 points, et même les meilleures défenses en général sont des équipes qui protège le panier en priorité, quitte à concéder beaucoup de 3 points. C'est Milwaukee, c'est Miami, on a vu le cas avec Orlando il n'y a pas longtemps, enfin bref, plein d'équipes sont comme ça, plein d'équipes d'ailleurs, pour prendre un peu le cas de Miami par exemple, n'ont pas un gros protecteur de panier dominant, ils ont Bam Adebayo qui est beaucoup plus polyvalent, et pourtant ils ont des schémas par ailleurs de tous les autres joueurs très agressifs pour venir boucher l'espace, pour venir protéger le panier. Là, c'est vrai que non seulement on n'a pas un personnel pour se reposer sur un seul gros big, mais en plus, les autres viennent pas l'aider, quoi. On a vraiment, ok, on autorise très peu de 3 points. T'es gentil, Jason Kidd, mais ça, c'était il y a 10 ans, en fait. Aujourd'hui, la priorité, c'est surtout le panier. Et je trouve que tactiquement, l'accent n'est pas assez mis là-dessus, sur ce côté. On va demander à nos autres joueurs sans ballon de venir faire des rotations ou même des aides agressives, de venir zoner agressivement autour du panier. Ça, je trouve qu'on l'a pas assez, en fait. Bah, je suis bien d'accord, et c'était un peu ma déception à chaque match que je regardais de Dallas cette saison, c'est de se dire bon, d'accord, tu as pas Maxi Kleber qui a fait une super saison comme dit, mais déjà c'était pas un défenseur d'arceau d'élite, mais du coup tu te retrouves avec un personnel qui est pas capable de jouer des schémas classiques, et tu restes dans tes schémas classiques et tu n'as pas
même pas forcément des réussites, mais tu n'as même pas de tentative de sortir dans des schémas différents, donc beaucoup plus agressifs, etc. Comme le Thunder ne jouait sans pivot cette année, mais faisait beaucoup de prises à deux, quitte à parfois en faire un peu trop sur certains matchs même. Oui, Euh, oui, oui. donc ça, c'était vraiment une déception visuelle qui, en plus, est retranscrit par les stats. Et ouais, par exemple, quand je vois, du coup, j'ai retrouvé la stat que je cherchais. Christian Wood, il fait partie du 75e centile à son poste des joueurs qui qui font le plus de fautes. Et ouais, pour revenir un peu sur ce que tu as dit avant sur Christian Wood, sur les fans qui s'arrachaient les cheveux, moi je trouve que c'est surtout là-dessus où ouais, c'est dérangeant, et c'est là où c'est la cause principale, je pense. Malheureusement, c'est pas bien de taper sur les gens comme ça, mais c'est la cause principale pourquoi aujourd'hui Dallas était 27e en lancer franc, en fréquence de lancer franc concédé aussi. Mais voilà, moi je suis assez déçu en fait par même les prises de risque. Ça peut marcher ou non, mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de prise de risque et qu'en fait c'était voué à l'échec. On savait que ça allait pas marcher, et bon bah voilà, ça a pas marché et on n'a même rien tenté en quelque sorte. Ouais. Non, mais effectivement, c'est un peu décevant. Alors, c'est lié au personnel, comme on l'a dit, c'est lié peut-être au coaching qui n'a pas su un peu compenser. On ne sait pas, mais c'est vrai que on a un peu de la valeur qui fuit d'un peu partout. Peut-être si on peut le formuler comme ça, parce que t'autorises énormément de lancers francs, c'est beaucoup de points très très faciles. T'autorises beaucoup de rebonds offensifs, là aussi c'est des points très faciles, des tirs au panier, etc. etc. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup, ça fait peut-être même un peu trop pour avoir un bon defensive rating et donc une bonne équipe. Mais voilà, effectivement, donc c'est un point, sans doute le point primordial de cette saison des Mavericks. Bah du coup, si je peux enchaîner sur un autre point, un autre problème des Mavericks, je trouve, ma deuxième stat du jour, du coup, moi, c'est 377. Oula. 377, c'est le nombre de possessions du line-up le plus utilisé de Dallas. 377 possessions jouées ensemble pour le line-up le plus utilisé. Mais alors Guillaume, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Très bonne question. Et non, c'est très très peu. C'est même extrêmement peu. Je sais pas si tu l'avais noté un peu aussi, cette stat au niveau des line-up. Bah en fait, j'étais allé chercher dans les line-up et j'avais fait le constat qu'aucune line-up n'avait vraiment beaucoup joué ensemble, donc j'avais pas pris de stats sur les line-up. Ah ben voilà. Bah du coup, moi j'ai fait comme toi, mais j'ai dézoomé et j'ai dit, ah ben du coup, il n'y a aucun line-up à plus de 300 et quelques possessions jouées ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Aucun line-up a plus de 377 possessions. Pour dire un ordre d'idée, hein, par exemple, Sacramento était à plus de 1800 possessions jouées ensemble pour cette année. Leur line-up principal a plus de 1800 possessions jouées ensemble. Atlanta, plus de 1500. Denver, plus de 1400 aussi. Chicago, Orlando, Portland, New York, Philadelphie ont des line-up à plus de 1000 possessions jouées ensemble. Houston en a 2 à plus de 800, par exemple. Minnesota en a 3 à plus de 500. Miami en a plusieurs aussi à plus de 500 ou 400. Enfin bref, c'est vraiment la norme. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on a quasiment personne cette année, comme dans le cas de Dallas, avec aucun line-up avec un grand nombre de possessions jouées ensemble. Et pour moi, c'est un peu aussi l'autre problème de 2023, qui est d'ailleurs un peu lié avec la défense. Hein. Les deux sont pas, les deux sont un peu liés, sont pas exclus. L'un n'exclut pas l'autre, je veux dire, pardon. Mais l'autre problème, c'est en plus de la défense, l'instabilité de l'effectif en fait aussi, avec les nombreux trades qu'on a eu, avec le cas de Javel Magui qui est signé pour beaucoup plus qu'il ne vaut au début, qui est mis en avant, mais qui ensuite disparaît, et puis qui ensuite revient un peu, etc. Avec les blessures aussi, évidemment, avec l'arrivée d'Irving ensuite. Bref, il y a eu beaucoup d'instabilité cette année. Et là encore, hein, c'est une différence avec l'an dernier, puisque l'an dernier, Dallas, son meilleur line-up, en tout cas le line-up le plus utilisé, était à plus de 700 possessions jouées ensemble. Là, cette année, ils en ont aucun à plus de 370. Et surtout, le line-up de Dallas l'an dernier était le deuxième meilleur de NBA, derrière Boston. Dallas avait le deuxième meilleur line-up de NBA parmi ceux qui ont beaucoup joué ensemble. Voilà, c'était aussi, ils avaient un noyau dur très très fort, avec Doncic, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith. Je crois qu'il y avait Dwight Powell aussi là-dedans. Enfin bref, il y a ce côté, en plus de la défense, un côté instabilité qui fait que, oui, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'a pas eu une grande saison du côté de Dallas en fait. Bah tout à fait. Alors en plus, tu dis les line-up, ils avaient le deuxième derrière Boston qui, si je dis pas de bêtises, avait un rating
pas historique, mais pas loin, quoi. Oui, oui, totalement. Ouais. Donc, Dallas était le premier parmi les mortels, on va dire. voilà, c'est ça, c'est ça. Et en plus, ouais, pour te dire un peu l'instabilité, moi j'avais hésité à parler en fait du fait que des joueurs comme Kemba Walker, je sais pas si tu te rappelles, mais Kemba Walker a joué 9 matchs, Oui. Markieff Morris en a joué 8. Enfin, c'est ça montre bien qu'il y avait un problème, il y avait un problème de recherche, de blessure, de trade, il y avait trop de problèmes pour avoir de la continuité. Et ouais, le meilleur exemple, c'est Javal McGee qui arrive, qui est dans le 5 majeur, qui sort complètement de la rotation, qui revient, enfin, qui n'aurait jamais dû revenir, mais bon, c'est un autre débat. Et Qui n'aurait jamais dû revenir et même jamais dû être là dans un premier temps, en fait, parce oui, que le titulaire aurait dû être Dwight Powell, mais sauf que va savoir pourquoi Jason Kidd voulait absolument Javel McGee, peut-être pour le côté verticalité avec Doncic, mais bon, il y a tout le reste du jeu aussi, malheureusement. Mais non, mais il a été mis en avant alors qu'il aurait pas dû. Ensuite, on a fait revenir Dwight Powell. Ensuite, et les blessures, les trades. Enfin bref, voilà, il y a vraiment beaucoup de montagnes russes en fait, on va dire, dans cette saison. Et ce qui fait que voilà, ça peut-être aussi participé au fait qu'on n'a pas eu de la continuité, une équipe qui monte en niveau au fur et à mesure de la saison, comme l'an dernier en fait. Et du coup, on peut avancer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Dallas Mavericks 2023 ? alors moi, c'est aussi un rating, c'est 105.0, donc 105 piles. Ouais. C'est le rating de l'attaque des Dallas Mavericks sur demi-terrain. Ah. Et alors, c'est en fait tout simplement le premier de NBA. C'est le premier de NBA. Les Dallas Mavericks 2023, malgré les 15 matchs ratés de Luka, etc., étaient la meilleure attaque de demi-terrain de toute la NBA. Et donc c'est quand même pas mal. donc il y a quand même des choses qui sont pas si mal dans cette équipe. Et on sait comment attaque Dallas. Donc c'est une équipe ultra héliocentrée autour de Luka. C'est la première équipe qui joue le plus d'isolation pour Luka, etc. C'est l'équipe qui en fréquence prend le plus de tirs à 3 points après les décalages de Luka, etc., etc. On a eu beaucoup de critiques sur, enfin moi j'en ai vu aussi sur, oh là là, Luka, ça marche pas, enfin il a trop le ballon, ça marche pas, c'est pas un système viable. Et oui, Luka et Kyrie, ça ne marche pas. On a la sensation qu'ils jouent pas ensemble, mais qu'ils jouent l'un après l'autre, un peu comme Harden et Chris Paul à l'époque à Houston. Il y a pas vraiment de vraie synergie. Je sais pas si si t'as lu ça ou si t'as eu cette sensation en voyant les matchs. Tout à fait, ouais. Et alors, moi, franchement, j'entends surtout le fait que Luka et Kyrie avaient plutôt l'impression de jouer l'un après l'autre. Mais en fait, quand on regarde les stats, ben, c'est comme avec Houston à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'attaque, elle est 6e au global et première du mi-terrain. Donc, force est de constater qu'en fait, l'attaque marche très bien. Donc, malgré le fait que Kyrie n'ait pas eu d'adaptation, n'ait pas eu de préparation avec l'équipe, pas d'adaptation, etc. Ça marche très bien et même Kyrie a fait une deuxième partie de saison avec Dallas de très très haut niveau. Il est à 1,27 points par tir tenté. Donc c'est dans le 93e centile, il me semble, chez les guards. Donc en fait, voilà. Et alors pourquoi elle est pas première aussi, par contre, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. Alors elle a la 28e pace de cette équipe. Alors il y a eu une augmentation de la pace, elle est 16e après l'arrivée de Kyrie. C'est la 30e équipe qui joue le moins de transition, là où la transition c'est souvent des paniers faciles, etc. Et là où c'est marrant, où c'est un peu, on va revenir sur les problèmes de l'équipe, c'est qu'en fait, normalement, quand tu as une pace assez lente et que tu joues très peu le rebond offensif aussi, je l'ai pas dit, mais Dallas joue très très peu le rebond offensif, tu as une très bonne défense de la transition, et pourtant, Dallas est 23e défense de la transition, et notamment 23e sur les transitions après un rebond. Donc après un tir manqué, ça va de l'autre côté. Tu es 23e, là où normalement, enfin mécaniquement, par exemple, bon, je suis désolé, je vais devoir parler des Knicks,
Mais les Knicks jouaient beaucoup le rebond offensif, et du coup, forcément, si tu joues beaucoup le rebond offensif, tu peux pas être là pour assurer le repli, donc t'es une défense assez poreuse de la transition. Ouais, ou l'inverse, tu veux dire aussi. Parfois, il y a l'inverse de quelqu'un qui va pas du tout au rebond offensif. Eux, ils font le repli. Voilà. Et toi, tu dis que, en fait, les Mavs, ils font ni l'un ni l'autre. Voilà. Dallas a la double mauvaise casquette, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le rebond offensif. Et donc, et pourtant, c'est une mauvaise défense de la transition. Donc, c'est assez paradoxal. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, cette attaque de demi-terrain qui, en fait, marche très bien et qui, en même temps, quand tu regardes, c'est assez incohérent d'être si mauvais sur la défense de transition. Donc, je sais pas ce que tu penses sur l'attaque en général ou de Dallas, mais voilà. Eh bien, c'est parfait parce qu'on est parfaitement alignés. Parce que ma troisième stat, elle va aller dans ce sens aussi. Mais non, mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est que oui, cette équipe a beaucoup de défauts. Oui, même une attaque autour de Luka Doncic peut parfois être caricaturale, avec ce côté héliocentré, assez peu flexible et assez rigide finalement. Mais malgré tout, bon, les résultats sont quand même là, quoi, en fait. Et on a un niveau offensif qui devrait être largement suffisant pour être en playoff et pour être une équipe très compétitive. Donc oui, il y a des critiques qu'on peut faire sur cette équipe et sur ce type d'attaque, mais en fait, ça marche quand même, quoi. Le problème était sans doute ailleurs et sans doute en défense comme on l'a expliqué aussi. C'est ça. Ouais. C'est complètement ça. L'attaque fonctionne très bien. Alors après, en playoff, on sait que les attaques très peu flexibles rencontrent un peu plus de difficultés, mais là, on juge que de la régulière. On peut même pas juger les playoffs, malheureusement. Et en régulière, on l'a vu par exemple avec les Cavs qui avaient un très bon net rating et qui au final se sont un peu écroulés parce que leur attaque était un peu trop simpliste, on va dire, et manque de spacing aussi, mais bon, c'est un autre débat. Ouais. Mais voilà, pour de la régulière, normalement, ça aurait dû marcher. Cette attaque aurait dû être suffisante pour porter l'équipe à de meilleurs résultats. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai évoqué les chiffres tout à l'heure. Malgré le départ de Jalen Brunson, Dallas est une meilleure attaque cette année. Ils étaient 12e l'an passé, je crois. 12e sur 30. Ils sont 6e cette année. Avec, comme tu dis, en plus, ce côté attaque sur demi-terrain d'élite, premier. Donc oui, assez élite, pour le coup. Oui, parfait. Alors du coup, je peux enchaîner avec ma troisième stat du jour. Moi, c'est 121. Mais je vois qu'on était un peu dans le même thème. 121, c'est l'offensive rating quand Luka Doncic et Kyrie Irving sont ensemble sur le terrain. Et bon, autant dire que 121 d'offensive rating, donc 121 points par 100 possessions lorsque Doncic et Irving jouent ensemble sur le terrain, ce sont des chiffres d'élite, très clairement. Et effectivement, je te rejoins un peu sur ce côté où on a un peu cette fausse idée qui est répandue un peu partout sur le fait que c'est pas forcément la bonne recette, que ça ne peut pas marcher, qu'on a deux porteurs de balles qui vont un peu se marcher dessus, ce fameux stéréotype. Et sauf que ça ne pourrait être plus faux dans le cas de Doncic et Irving, qui ont finalement des profils qui peuvent se marier très bien, parce que d'un côté on a Luka Doncic qui c'est vrai est pour le coup un porteur de balle dominant, assez rigide dans son style de jeu, pas beaucoup de jeux sans ballon, pas beaucoup de mouvements quand il n'a pas la balle, pas beaucoup de spacing non plus en tant que shooter sans ballon, mais bon, profil dominant, mais en même temps peut-être le meilleur ou un des 2 ou 3 meilleurs dans ce profil-là. Ouais. Et à côté surtout, on a aussi un Kyrie Irving qui lui n'est pas comme ça. Et ça, je pense que ça, je me bats depuis 10 ans, même un peu plus, mais de toute façon, il va falloir continuer à se battre, je pense. Mais Irving n'a jamais été un porteur de balle dominant, vampirisateur de jeu. Et c'est même une des raisons de sa valeur, je trouve, c'est que c'est sans doute une des stars et un des meneurs NBA le plus à l'aise, ou qui a le plus de jeux sans ballon sur le côté off-ball et même sur le côté spacing, en fait. Alors, on n'est pas du tout au niveau de Stephen Curry, mais parce que Stephen Curry est une anomalie. Mais Irving, on est parmi les superstars sur quelqu'un de très très à l'aise en tant que joueur sans ballon, pas forcément pour faire plein de cuts et plein de jeux en sortie d'écran, mais pour être une menace et un danger sans ballon. Et ça, c'est assez évident. C'est une évidence qu'on avait vue aussi du côté de Cleveland, hein, à l'époque LeBron James. Bon, en un certain sens, Doncic est un peu un LeBron 2.0, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, ne serait-ce que là-dessus. Mais c'est vrai qu'une des raisons, c'est que Irving est un shooter d'élite, premièrement, avec 39% en carrière. J'ai aussi repris d'ailleurs ces chiffres en catch and shoot. On voit que c'est plutôt pas mal, hein. 43% d'efficacité sur catch and shoot sur 3 tentatives à Brooklyn en 2021, 45% sur plus de 3 tentatives en 2019 à Boston, 40%
en 2018 à Boston, 46% sur 2,4 tentatives à Cleveland en 2017. 2016, il était un peu blessé, et 2015, donc première année avec LeBron, 46% d'efficacité sur catch and shoot. Voilà, on est très clairement sur de l'élite, donc il n'y a pas de souci, on peut donner la balle à Luka Doncic, et Irving peut jouer du catch and shoot sur certaines séquences, il n'y a aucun problème. Et donc il y a ce côté shoot que j'aime bien, il y a ce côté aussi ne pas vampiriser le jeu. Et là, encore une fois, on peut aller chercher des stats un peu de nombre de touches de balle, par exemple. On voit qu'en 2017, avec LeBron James, il touchait le ballon en moyenne 79 fois par match, LeBron 88. On voit qu'il y a à peu près la même répartition quand il était à Brooklyn, 78 touches de balle avec un temps de jeu moyen à peu près de 4 secondes, donc très loin des porteurs de balle vampirisateurs qui sont à 5, 6, 6,5 ou 7 secondes par touche de balle. Et même à Boston, où il n'y avait pas d'autres stars au-dessus de lui ou d'autres gros porteurs de balle, on était encore sur un Irving qui était pas du tout, qui était encore au niveau des 76 touches de balle par match, loin des 90, 95, 100 touches de balle par match que certains monopolisateurs de ballon peuvent avoir. Donc bref, là c'est des stats un peu précises. Mais bref, l'idée c'est un peu de dire qu'on a un shooter d'élite et quelqu'un qui peut évoluer sans ballon, et que en fait l'attaque peut très très bien marcher. Le vrai problème pour moi, c'est pas de se poser la question si les deux vont pas se marcher dessus, c'est est-ce qu'on peut construire une défense avec ce duo-là? Oui, bah c'est sûr, c'est là tout le problème. Kyrie Irving l'a montré, et moi je suis complètement d'accord. Je suis très content que tu continues à te battre pour dire que Kyrie Irving est un joueur fort sans ballon, ou élite sans ballon, ou pas loin. Maintenant, moi, il y a un modèle qui me fait dire que oui, c'est le modèle de Cleveland. Modèle de Cleveland. Alors oui, ça a été un échec, mais ça a été un échec surtout parce que l'attaque s'est complètement écroulée. Mais la défense a fait, mine de rien, une bonne série contre New York, je trouve. En tout cas, pas une mauvaise série. Et la défense, je pense, en saison régulière, était la première de NBA, si je dis pas de bêtises. Dans le top 3, je sais plus si t'as la stat. Et, Ouais. et donc, on va dire, enfin, quand même, Darius Garland et Donovan Mitchell. Donc, moi, en fait, je ne vois pas pourquoi on pourrait le faire avec Darius Garland et Donovan Mitchell et pas avec Luka Doncic et Kyrie Irving, même si Luka Doncic a un profil assez particulier, on va dire, défensivement. Mais Après, c'est là où, si on fait le parallèle avec Cleveland, non pas de 2023, mais de LeBron James, justement, c'est vrai qu'à l'époque, on va dire que le moins fort des deux en défense, c'était Irving. LeBron était évidemment... Bon, alors, sur des saisons régulières, c'était pas non plus la force défensive de Miami. On était sur un LeBron un peu plus cool, on va dire. Mais voilà, en playoff, quand ça comptait, et même en saison régulière, c'était quand même d'un autre niveau que Luka Doncic. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est pas trop... Est-ce que c'est suffisamment bon pour qu'autour on puisse construire une défense? Ça, pour le coup, je veux bien entendre cette interrogation. Moi, je serais prêt à parier que oui et à tenter le coup si j'étais Dallas. Mais à la limite, je veux bien entendre cette critique, pardon. Ça me paraît plus légitime que des interrogations sur est-ce que ça peut marcher en attaque ensemble. oui. Parce que ça, a priori, on a vu sur les chiffres et même on le voit un peu dans la théorie, quand tactiquement, ça peut totalement marcher. Oui. Et ça peut marcher, et ça a déjà marché alors que ils ont même pas fait de camp d'entraînement ensemble. Donc moi, j'ose espérer que Kyrie Irving va re-signer. C'est un peu une interrogation qu'il y a, mais j'ai pas trop de doutes. Maintenant aussi, je parlais de Cleveland 2023, la raquette. On parle de la meilleure raquette défensive ou pas loin de NBA, ou une des. Donc c'est pas facile à trouver non plus. Maintenant, Dallas, j'ai envie de dire, limite, peut pas faire pire que cette saison où vraiment ils ont mis, il y avait rien, quoi, presque défensivement à côté d'eux pour les cacher. Et en fait, je me dis, moi, la réflexion que j'ai, c'est c'est un peu de la culture de l'instant peut-être, et un billet que j'ai, mais Denver aujourd'hui arrive est en finale NBA et a gagné le match 1 d'ailleurs hier soir. Nikola Jokic est en route pour faire une année MVP et MVP des finales. Mais non, Denver a réussi à construire une défense, on va dire, pas une défense élite, mais suffisante pour que, en fait, l'attaque surclasse l'attaque adverse. Ouais. Et c'est un peu ce modèle-là que j'ai envie d'avoir à Dallas, c'est-à-dire une défense average, ou voire average un peu plus, et en fait, et après qui permet d'avoir Luka et Kyrie le plus longtemps ensemble
le plus longtemps possible ensemble sur le terrain pour outscorer l'adversaire. Finalement, tu dis, il y a même pas besoin d'avoir une défense d'élite, en fait. Juste être assez bon, sachant que de l'autre côté, le différentiel, tu peux le créer non pas avec une défense d'élite, mais avec une défense moyenne et une attaque d'élite. C'est ça. Donc moi, je veux voir une amélioration. Je veux voir ce duo l'année prochaine. Je suis persuadé qu'il y a quand même une base offensive trop intéressante pour ne pas essayer, quoi. Oui, puis on a déjà vu l'an dernier qu'avec Bronson et Doncic, on avait pourtant une top 10 défense de NBA. Donc ça dépend pas que d'eux. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que sur la théorie, on peut totalement imaginer, Irving est pas du tout moins compétent à mon sens que Bronson en défense sur les passages où il est concerné, évidemment. C'est tout le problème avec Irving qui peut être très très bon en défense, mais parfois un peu moins bon. mais c'est vrai, du coup, tant qu'on est sur Kyrie, je peux te poser la question, mais évidemment, toi, tu pars plutôt dans l'idée de le re-signer de toute façon, vu les assets qui ont été engagés dans l'histoire. Ben, en fait, si tu ne le re-signes, alors déjà, si tu le re-signes, pour moi, comme on l'a dit, ça a presque déjà marché avec Luka en très peu de temps. Et puis surtout, en fait, si tu ne le re-signes pas, bah là, tu te retrouves quand même dans une situation que je trouve très très compliquée. C'est-à-dire que tu n'as quasiment pas de cap. Tu as le pic de l'année prochaine, du coup, tu ne l'as plus. Tu as des contrats un peu boulés. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont encore Tim Hardaway qui a une saison. Ils ont Davis Bertans qui a encore des années de contrat. Donc en fait, si tu ne le re-signes pas, c'est pour faire quoi derrière? Ça m'inquiète beaucoup. Alors oui, Kyrie Irving est un joueur très instable, on va dire en dehors des parquets, Ouais. de ce qu'on perçoit nous de notre œil français, c'est l'impression qu'on a. Mais maintenant, ouais, je ne sais pas toi ton avis, mais moi, si tu ne le re-signes pas, j'ai l'impression que en fait c'est un casse-tête. C'est un casse-tête dont Dallas ne sortira pas, et tu t'exposes même à un Luka qui est saoulé et dit bon bah je veux plus être ici, etc., etc. Et en plus, comme dit, l'échantillon a plutôt bien marché, je trouve, sur le peu qu'on l'a vu offensivement. Oui, alors effectivement, même sur les chiffres que j'ai cités, il faut mettre un peu des nuances, petit échantillon, mais je veux dire, ça recoupe un peu sur l'aspect tactique que nous, on avance, hein, sur le fait que ce sont deux profils qui peuvent très bien se combiner. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Après, c'est vrai que pour me faire un peu l'avocat du diable, même si je pense que ça peut valoir le coup de le re-signer, et que de toute façon, il y a peut-être aussi déjà un deal un peu mis en place au niveau des discussions du trade, mais non, mais pour me faire un peu l'avocat du diable, c'est vrai que tu peux te dire aussi, il faudrait peut-être pas non plus avoir le biais de on a déjà commencé à s'investir, donc on s'investit encore plus, quoi. Si vraiment tu penses que c'est un échec, en fait, le plus tôt tu sors de ce truc, le mieux c'est, quoi. Et c'est là-dessus où oui, tu perdrais, là tu pourrais perdre un pic, tu pourrais tu pourrais te dire que tu as perdu Dorian Finney-Smith pour pas grand-chose, enfin pour rien même, du coup, si tu le re-signes pas. Mais en même temps, si vraiment tu penses que le joueur défensivement ça peut pas passer, ou que le joueur hors terrain il y a des complications, tu peux aussi te dire bon ben ok, on encaisse la perte maintenant, mais au moins on se condamne pas pour le moyen ou le long terme, en fait. C'est là-dessus où, pour un peu défendre ce côté-là, il y a ce truc de si c'est un mauvais investissement, pour moi c'est pas un argument suffisant de se dire ah ben non, mais on a envoyé des trucs il y a 6 mois et du coup on les perdrait pour rien. Non, si vraiment tu penses que le cas de Irving va être un échec, il faut pas surinvestir sur quelque chose qui est voué à l'échec. Donc voilà, ça c'est pour un peu pour l'avocat du diable, mais effectivement moi je pense qu'il faut quand même mieux tenter le coup, parce que c'est vrai que sportivement ça peut faire un truc assez cool malgré les difficultés qu'on a évoquées. Bah oui, mais c'est ça. Je pense que la raison de la prolongation de Irving ne doit pas être le fait que tu aies fait un trade. C'est ça, ouais. C'est ça. Si tu n'es pas en accord avec, enfin, si tu n'as pas été convaincu par la fin de saison, ne le re-signe pas. Ça doit pas être ta motivation pour t'enfoncer. On a vu plein de franchises s'enfoncer pour te dire ah mais non, je veux avoir raison, je veux que mon pari initial soit tenté. Non, faut s'en détacher le plus vite possible si tu penses que c'est un échec. Ça, je suis bien d'accord.
ok. Ben, avançons si tu veux bien. Quelle est du coup ta 4e stat du jour à nous présenter pour Dallas 2023? Alors, c'est plus 4,9. Ouais. C'est le on-off de Luka Doncic cette saison. Ah, ok. C'est pas élite. C'est pas élite, mais pour vous donner une idée, en fait, le on-off, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre quand tu es sur le terrain et quand tu n'es pas sur le terrain. Donc, il y a une différence de 4,9 positive quand Luka Doncic est sur le terrain. Et quand Luka Doncic est sur le terrain, les Mavs outscore leur adversaire de plus 2,2 points. Donc petit calcul, 4,9 moins 2,2, ça fait 2,7. Donc en fait, quand Luka Doncic n'est pas là, c'est là que Dallas perd. Il y a moins 2,7. Et en fait, avec cette stat, j'avais un peu envie de remettre la saison de Luka Doncic en perspective en dehors du storytelling, juste d'un point de vue sportif, à quel point la saison qu'il vient de nous faire est complètement hors norme. C'est un peu ce que tu avais fait d'ailleurs avec l'objectif de la centaine, c'était ça, c'était de juger purement le sportif et enlever ce côté storytelling. Donc la première chose que j'ai fait, donc si on prend les joueurs à plus de 30% d'usage et à plus de 60% en true shooting pourcentage, Ouais. on n'a plus qu'une liste de 9 noms. Donc dedans, il y a Ouais. Kevin Durant, Joel Embiid, Damian Lillard, Shai, Donovan Mitchell, Luka, Jason Tatum, Giannis et Devin Booker. Et en fait, parmi cette liste, tu te rends très vite compte que il y en a pas un seul qui n'a ne serait-ce que que le 10e de l'apport à la création qu'a Luka. Donc pour aller un peu dans ce sens, je suis allé voir les stats du coup du modèle de Ben Taylor, donc qui a un passeur rating et un score de box creation. Donc il est 97e en passeur rating, donc en gros c'est juste un des meilleurs passeurs de la ligue, mais bon ça j'apprends rien à personne. Et en fait ouais j'ai regardé d'autres stats. En drive il est sur 20 drives par match, il est à 69 true shooting pourcentage. C'est immense, c'est complètement immense. Il y a eu des progressions en post-up, il y a 35% en pull-up de loin. Et en fait en termes de production pure, il y a eu une grosse progression de Luka Doncic que ça personne n'a dit. J'avoue que ça m'a un peu dérangé. C'est que quand on regarde les points par tir par année, Luka était 60e centile sa première année, 76e sa deuxième, 71e sa troisième, 72e l'année dernière. Et là, cette année, il est passé 91e centile avec 1,23 tirs à 23 points par tir tenté. Et en fait, ouais, j'avais envie de souligner à quel point la saison offensive de Luka Doncic est juste exceptionnelle. Il a 120 d'offensive, l'équipe a 120 d'offensive rating quand il est là, ça tombe à 112 quand il est pas là. Enfin, il y a tellement de chiffres qui vont dans ce sens, mais vu que collectivement il y a une déception, bah on va retenir que la saison de Luka est un échec, etc., etc. Et moi, c'est un peu un combat que j'aimerais mener, c'est de dissocier le bilan collectif de l'impact d'un joueur global. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette stat, c'est qu'en fait, on voit qu'en fait, quand Luka est là, Dallas gagnait. Et pourquoi Dallas a perdu? Ben, quand est-ce que Dallas a perdu? C'est quand Luka était sur le banc ou était absent. Donc voilà, c'était un peu une petite ode à Luka Doncic que j'avais envie de faire. Eh bien, bonne chance pour ton combat, parce que c'est pas gagné. Non. sur vouloir séparer les performances individuelles et collectives. Mais non, mais effectivement, je te rejoins évidemment, c'est un peu tout le problème qu'on a. Enfin, pour moi, si Luka Doncic, si Dallas est à 50 ou 55 victoires, bah, il est clairement dans la course au MVP médiatiquement, je veux dire. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu du mal à bien corréler contexte collectif et performance individuelle, ou en tout cas à décorréler plutôt, pardon, ouais. le niveau de performance individuelle et le contexte collectif. Non pas que les deux soient complètement dissociés, mais il y a aussi certaines limites à vouloir trop expliquer un bilan collectif à travers une individualité. Ça, c'est un peu l'excès. Et bon, là-dessus, on en a plein d'exemples. Hein. Moi, je me souviens de Devin Booker qui fait des grosses saisons, mais qui est pas du tout ni All-Star, ni All-NBA, ni rien du tout. Et qui 2 ans après, quand Phoenix est bon, il fait la même saison et puis il est top 5 du MVP, quoi. Il fait limite, il a limite fait une saison moins bonne en plus, hein. Enfin, individuellement. Ouais, légèrement. Non, mais oui, c'est toujours un peu le problème et on le retrouve chaque année. Et je me souviens que d'ailleurs, il était en mi-saison, je crois qu'il était cité parfois dans le
dans le classement du MVP, hein, Luka Doncic. Mais ensuite, comme Dallas avait pas assez de victoires, bon, bah, du coup, les critères un peu traditionnels l'ont exclu. Mais oui, on est clairement sur une saison offensive d'élite. Et bon, après, c'est comme ça. Je pense que c'est un combat que je mène avec toi, mais on a encore du boulot, on va dire. Ouais, c'est un combat qui est très compliqué et qui est même dur à faire parce que juste à débattre, c'est assez compliqué là-dessus. Mais enfin, ça mériterait un autre podcast en fait, limite. Non, mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que finalement aussi, à travers la stat de on-off que tu as donnée notamment, tu essaies un peu de dire que, bah, ok, Dallas n'a pas été très bon cette année, sauf qu'en fait, sur les minutes où il y a Luka Doncic, Dallas est bon et Dallas gagne là-dessus. C'est plutôt quand il n'est pas sur le terrain que Dallas gagne pas. Donc, à quel point est-ce qu'on peut lui reprocher les minutes où il n'est pas sur le terrain, en fait? Ouais, c'est complètement ça, et pour aller dans ce sens, si par exemple on faisait un sondage auprès du grand public, est-ce que la saison de Luka Doncic est réussie ou ratée? Je pense que la plupart diraient que c'est une saison individuellement complètement ratée, etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes les chiffres, individuellement, moi je préfère sa saison 2023 à sa saison 2022, par exemple. Ouais, effectivement. Voilà, c'est un sujet assez compliqué, mais que j'avais envie d'en parler en fait. Je trouve que parler de Dallas, c'est parler de Doncic, et donc parler de Doncic, c'était le bon prétexte pour en parler quelque peu, quoi. Eh bien, je vois qu'on est parfaitement aligné aujourd'hui sur cette émission, puisque ma 4e stat de la saison était aussi sur Luka Doncic, et je voulais parler de Luka Doncic. Moi, ma stat, c'est 105, et je pense que tu sais ce que c'est, 105. C'est son true shooting plus, du coup. Donc, qu'est-ce que le true shooting plus? C'est juste, on prend pas le true shooting en lui-même, c'est juste, on prend son score et on le compare à la moyenne. Donc, on regarde par rapport à la moyenne à quel point est-ce qu'il est bon, 100 étant fixé comme la moyenne. Donc, 105, ça veut dire son score était plus 5% plus grand que le score moyen de NBA. Bref, et pour dire un peu, en fait, c'est tout simplement son meilleur score en carrière, comme tu l'as dit. Pour refaire un peu sa carrière, il était à 97 son année rookie. Même Luka Doncic a eu du mal en tant que porteur de balle en son année rookie, comme tous les porteurs de balle. Donc moins 3% pour Luka Doncic en rookie, mais ensuite 104, 103, 101, 101 l'an dernier, et donc cette année 105. Donc on est 5% au-dessus de la moyenne. Et en plus, comme tu dis aussi, sur un énorme usage de plus de 37%, je crois. Ouais. Donc c'est quand même assez énormissime ce volume, cette charge de responsabilité. Et bon, je dis ça aussi parce que je voulais peut-être apporter un peu de nuance, ou en tout cas poser des questions. Parce que pour le coup, effectivement, la valeur de Luka Doncic ne se résume pas à son efficacité. 105 de true shooting plus, c'est bien, mais c'est pas élite. Mais pourtant, la valeur de Doncic, évidemment, ne se résume pas à son efficacité. Il y a un rayonnement collectif qui est immensément plus global, évidemment, ne serait-ce que de par le playmaking, qui est clairement élite. On regarde ses chiffres quand il est sur le terrain, ses chiffres offensifs, comment est-ce que son équipe fonctionne, les chiffres de on-court, offensive rating on-court quand il est sur le terrain, ce sont les chiffres d'élite depuis 4 ans. Voilà, et même cette année encore en 2023, quand il était sur le terrain, ça correspondait à 120 d'offensive rating quand il est sur le terrain, ce qui est élite et qui est au niveau des tout meilleurs de NBA, hormis Jokic évidemment. Mais c'est vrai que au niveau de son efficacité au scoring individuel, c'est bien, 105, mais c'est pas élite. C'est pas élite, c'est très cool hein, pour un tel volume 105, mais c'est pas élite, c'est pas parmi les tout meilleurs de NBA. Bon, Harden par exemple a toujours été autour des 110 par exemple. Kawhi aussi a eu des pics à 110. Enfin Harden a eu des pics plus hauts aussi à 114, 115 je crois. On connaît LeBron ou Kevin Durant ou Jokic ou Curry qui vont taper des 120, donc plus de 20% par rapport à la moyenne, etc., etc. Donc 105 c'est un bon score, un très bon score même, mais c'est pas élite. Et c'est vrai que du coup j'ai un peu envie de poser la question. Tiens, je te pose la question avant de développer. Est-ce que pour toi, il a encore une marge de progression ou pas? C'est une bonne question. En fait, on est d'accord que s'il avait une marge de progression, ce serait clairement sur son efficacité au tir. Ouais. Parce que ouais. ça va être dur de faire un meilleur passeur que ce qu'il est actuellement, un meilleur manipulateur de défense, etc. Et là-dessus, j'ai quand même quelques réserves. C'est-à-dire que ça devrait passer, je pense, par une hausse de son pourcentage de loin. Comme j'ai dit avant, en drive, c'est 69 true shooting en true shooting. Donc c'est complètement monstrueux. Donc ça passerait par une augmentation de l'adresse de loin. Et quand on regarde un peu les chiffres
en carrière d'adresse de loin, je sais que, par exemple, toi, t'aimes beaucoup le pourcentage au lancer franc, c'est un bon indicateur. Bah, il est à 74% en carrière et il est à 34% du coup à 3 points. Donc, en fait, j'ai un peu du mal à le voir passer vraiment un vrai cap sur ses tirs à 3 points qui augmenterait complètement son efficacité parce que il va déjà chercher beaucoup de fautes, il est déjà très fort en drive, il est déjà très fort à mi-distance aussi. Donc, en fait, la seule marge que je verrais d'un point de vue purement individuel, ce serait sur son adresse de loin et les chiffres ne vont pas dans le sens qu'il pourrait faire vraiment beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Oui, c'est un peu l'idée. Alors, c'est un peu l'idée, sachant que déjà en l'état, on est sur un top 5 NBA. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Mais c'est vrai que sur ce côté, a-t-il une marge de progression? Il faut prendre en compte le fait qu'il est déjà 24 ans, mais même si plus que ça, il a déjà un gros passif, un gros historique derrière lui. C'est pas quelqu'un qui est arrivé à la draft à 21 ans et qui a à peine 24 ans. Voilà, il est depuis allez, un peu moins d'une dizaine d'années quand même, mais il a quand même un gros passif derrière lui. Et en fait, c'est déjà un produit fini en un certain sens. Et c'est vrai que si on se pose la question, où est-ce que le bas blesse? Alors que pourtant, on a aussi, comme tu l'as dit, un certain sentiment parfois d'implacabilité avec Doncic, c'est ça qui est un peu étonnant. Parfois on a ce côté, bah oui, mais il fait ce qu'il veut, et il peut aller scorer à volonté, et pourtant les chiffres sont juste bons, et pas très bons, et pas élite, et pas excellentissime. Du coup, où est-ce que ça pêche? Alors que comme tu dis, bon, t'as évoqué le chiffre, mais sur Drive, il est élite, 69%. Bah moi, du coup, je l'avais en point partir, 1,38 du coup. Ouais. C'est deuxième derrière Lillard, qui fait une très grosse année, mais voilà, en général, il est toujours premier ou deuxième ou troisième, Luka Doncic, depuis 4 ans. Donc, Drive, élite. Et donc là, c'est peut-être là-dessus qu'on a vraiment ce côté implacable, parce qu'il y a et volume et efficacité. Ouais. Par contre, c'est vrai que, si on recule un peu, au niveau des longs tirs de points, il est à 41%. C'est bien, c'est dans la moyenne, mais c'est que dans la moyenne, entre guillemets. Et ensuite, au niveau des 3 points, on est à 35% à 3 points. Là encore, au niveau de la moyenne, 35%. Et c'est vrai que du coup, si on fait un peu non pas l'efficacité, mais la fréquence des tirs cumulés sur les longs tirs de points et les tirs à 3 points, 32% de ces tirs venaient des 3 points, 10% de ces tirs venaient des longs tirs de points. Si on englobe tout ça, en gros, on a plus de 40% de ces tirs qui ont une efficacité moyenne, parce qu'il est juste moyen sur les longs 2 et sur les 3 points. Donc en fait, c'est un peu là-dessus où je pense qu'il y a une perte d'efficacité, c'est que il est phénoménal pour aller au panier, mais c'est vrai que sur tout le reste, ça pêche un peu. Et comme tu dis aussi, il y a peut-être ce côté où c'est un bon jump shooter, mais non seulement il a un régime de tir assez compliqué avec des step back et des trucs comme ça, mais même il n'y a peut-être pas non plus le côté shooting pur de shooter d'élite qui fait qu'il va taper des saisons à 40% sur ce type de tir en fait. Ouais, bah ouais, complètement. Et c'est pour ça que ce pourcentage au lancer franc en carrière va complètement dans ce sens. En fait, c'est pas un shooter d'élite, Luka Doncic. C'est le constat, il est, j'ai envie de dire, aussi simple que ça. Et peut-être que voilà, peut-être après les lancers francs, il pourrait progresser dessus, peut-être monter à 76, 17, 18%. Mais j'ai du mal à le voir. Ouais, j'ai du mal. En plus, vu qu'il provoque beaucoup de lancers francs, ça pourrait faire un peu monter son efficacité. Mais j'ai du mal à le voir passer ce cap de devenir un shooter d'élite qui le ferait passer dans. Enfin, je sais pas dans quel cas ça le ferait passer, mais taper des saisons à 115, 110 déjà de true shooting plus, ce serait énorme. Bah c'est ça, ouais. Ouais, non mais c'est ça, je me posais un peu la question parce qu'on observe quand même un certain phénomène, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un MVP step peut-être, un palier de MVP, où on voit que plein de joueurs ont un énorme boost d'efficacité sur l'année où ils sont MVP ou sur l'année où ils passent un palier, clairement. On a eu le cas avec Jokic, qui était en début de carrière, qui était sur des 105, 107, qui hop, est monté à 113, et ensuite 117, 121. Ouais, le problème c'est qu'il continue de monter. Le problème c'est qu'il continue de monter. Ah, c'est ça, on sait pas où, ouais, exactement, on sait pas où il va s'arrêter. Mais non, mais en tout cas, entre ces très bonnes années, juste All-NBA et MVP, on a eu un vrai step-up entre 105, 107, 106, hop, 113. Pareil pour Antetokounmpo à l'époque, 108 en 2018, 115 en 2019 quand il prend son premier MVP. Joel Embiid, bon, il n'a pas encore été élu MVP, mais on observe un peu le même phénomène de jump d'un coup, c'est-à-dire 103, 105, 106, etc. de true shooting plus, et hop, d'un coup ça monte à 111. Même LeBron à l'époque, il faisait un peu ça, c'est-à-dire
On a du 105, 106, 105 et hop, d'un coup, ça monte à 109. Pareil pour Curry, même si lui, c'était dans des zones un peu différentes. C'est-à-dire, lui, il est passé de 115 à 119. Mais bref, il y a, pour résumer, on a un peu quand même cette espèce de dernier step-up qui parfois sont un peu de nulle part. Ouais, qui sont souvent inattendus, c'est ce que j'allais dire. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça, et je crois que c'est Antoine qui en parlait aussi justement sur Twitter il y a pas longtemps. Mais il y a un peu ce dernier step-up inattendu, et du coup, c'était toute ma question, c'est, bah non, on a l'air de dire, ça paraît peu probable, mais du coup, par nature, c'est un peu de ça dont on parle. C'est est-ce que ce dernier step-up inattendu va pas un peu un jour nous tomber dessus, avec par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Luka Doncic d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qui arrive en conditions physiques phénoménales, qui a une réussite au niveau du jump shot, qui a un régime de tir un peu moins compliqué, et qui d'un coup va effectivement taper du plus 10%, plus 15%, et rentrer dans une dernière zone encore plus historique en fait. Ouais, c'est ça, parce que le joueur est déjà de calibre MVP ou Tout pas à fait. loin. Hein. C'est de ça dont on parle. Là, en vrai, on est vraiment on chipote, quoi. Mais après, moi, j'avais une autre question, mais qui serait un peu plus globale pour toi. Enfin, en fait, si Luka Doncic faisait cette saison l'année dernière, il aurait eu sans doute, je pense, un 108, 109, 110 de true shooting plus, parce que en fait, l'efficacité globale de la ligue a augmenté aussi. Donc, Exactement, ouais. donc en fait, il y a aussi un concours parfois de circonstances, de saison, etc. Ce qui rend en plus la performance de Jokic encore plus dingue. Hein. C'est-à-dire que l'écart est encore plus grand avec une moyenne plus élevée. Mais Oui, voilà. mais en même temps, on peut pas non plus dire, si on prend le chiffre de Luka Doncic cette année et qu'on le met dans le contexte de jeu de l'an dernier, ça fait un meilleur score. On peut pas le dire parce que sans doute aussi que le score de Luka Doncic cette année est aussi dû au contexte de jeu qui lui-même a évolué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est complètement corrélé. Je suis d'accord. Mais je te rejoins sur le fait que ça rend ce que fait Jokic encore plus incroyable parce que la moyenne NBA n'a jamais été aussi haute et lui, il continue non pas d'être au même niveau par rapport à la moyenne, mais il continue de s'élever par rapport à la moyenne. Mais bref, on a atteint le quota de Jokic. Ouais, pardon. Jokic. Non, mais c'est moi, je retombe facilement là-dedans. Mais non, alors c'est juste. Je me posais la question en tout cas sur Luka Doncic, on va pas forcément non plus y passer 3 heures, mais on a déjà un joueur qui est top 5 NBA, je pense, assez facilement, ou en tout cas calibre top 5, Oui. qui dans une bonne année collective aurait pu, avec ces mêmes chiffres, être MVP. Il n'y a pas de souci non plus. C'est juste que je me demande s'il n'y a pas un step de plus à aller chercher d'un point de vue scoring individuel. Le rayonnement collectif et le niveau global est déjà top 5 NBA, ok. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller, comme Jokic d'ailleurs, de nulle part, il est sorti avec une efficacité complètement dingue, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est de manière assez incontestée le meilleur joueur de NBA. Est-ce que Doncic, il a ça en réserve? Ce sera une des choses à observer pour la suite, d'autant que Jokic avait un peu ce même profil, je sais pas si tu te souviens, mais un peu ce côté parfois 2018, 19, 2020, pas non plus hors de forme, mais pas à la forme physique et à la condition physique qu'il était aujourd'hui. Donc on peut se dire aussi, peut-être que ça va aussi arriver un jour à Luka Doncic. Bah, en tout cas, on lui souhaite. Ça le ferait passer de top 5 à top 2 derrière Jokic, ce serait pas mal. Oui. Oui, tout à fait. Non, mais tu vois, on parle de ça, mais il n'y a pas que le 3 points. Si un jour, il y a un coach qui arrive et qui l'utilise aussi de manière beaucoup plus diverse, qu'il lui faut obtenir des paniers faciles, plus de post-up faciles ou des trucs comme ça, ça peut aussi aider à booster l'efficacité. Dans le cas de Embiid, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui. Dans le cas de Antetokounmpo aussi, à l'époque, on a eu optimisation. C'est ça. Il y a eu un coach et après Embiid, il y a aussi eu Harden qui, facilite pas mal l'histoire, mais ouais, c'est sûr que s'il y a un coach même qui peut l'utiliser aussi un peu mieux défensivement, etc. On parlerait peut-être c'est peut-être aussi comme ça qu'il pourrait aller chercher ce step supplémentaire qui le ferait, qui le rendrait juste presque historique, quoi. Ouais, c'est d'accord. Comme ça que j'ai envie de le dire. Du coup, quelle est ta 5e et dernière stat du jour pour les Mavericks 2023 à nous présenter? Alors, je suis parti un peu dans la subjectivité. Il y avait quelqu'un dont j'avais envie de parler. Donc, c'est 1,29. C'est des points par tir. Et c'est les points par tir de Josh Green. Ah.
Donc Josh Green, je suis un grand fan de lui. Et en fait, 1,29 points par tir, ça le fait passer 93e centile parmi les wings, donc d'après Cleaning the Glass. Et en fait, Josh Green, ça a toujours été un joueur très, j'ai envie de dire atypique, c'est-à-dire il est pas si grand pour son poste. Et il a toujours été plutôt très orienté playmaking, c'est-à-dire quand on regarde l'assist par usage, le ratio assist par usage, il était très haut, donc il faisait beaucoup de passes pour son poste, beaucoup orienté playmaking, et c'était un profil assez intéressant, mais il y avait cette efficacité qui laissait un peu à désirer et qui le limitait dans son apport réel. Et là, en fait, cette année, donc il est passé à un role player d'efficacité élite avec notamment il y a 40% de loin. Donc ça, c'est une nouveauté qui est exceptionnelle, qui le fait passer, qui le rend complètement valuable cette année. Et tout en gardant ce playmaking, et en fait ce rôle de connecteur, dont t'en avez fait un podcast, qui fait de lui en fait un role player ultra moderne. Et moi, j'imagine un peu, on n'a pas eu trop d'échantillons, mais avec des joueurs comme Kyrie et Luka, du coup, qui sont des créateurs de décalage immenses, en fait, Josh Green, ça peut être un peu ton troisième playmaker qui te fait énormément de bien et qui te rend ton attaque encore plus dévastatrice. C'est comme ça que je peux le dire, que je pourrais le dire. Ouais. Mais ouais, donc j'avais envie de parler un peu de Josh Green, qui fait quand même une magnifique saison dans un rôle très moderne. Voilà, donc je pense que c'est une des pièces. On a dit qu'il y avait beaucoup de difficultés, il y avait problème de personnel. C'est une des pièces très intéressantes de l'effectif de Dallas à côté de Luka et Kyrie. Ça, c'est une certitude. Oui, c'est une des satisfactions de la saison, je pense. L'explosion de Josh Green, qui a été drafté il y a 3 ans. Mais effectivement, il y a un peu ce côté profil de connecteur qui ne va pas forcément créer les décalages, mais qui va aider à les amplifier. C'est un rôle très très important, comme tu dis, dans une attaque moderne, et là-dessus, il peut être très très bon. Mais c'est marrant, j'avais aussi noté quelque chose, des stats au niveau de Josh Green. Moi, j'avais 9,2 points par match et 105 de true shooting plus. Mais c'était pas Josh Green, c'était la saison de Desmond Bane à 22 ans. 9,2 points et 105 de true shooting plus. Et parce que Josh Green à 22 ans, lui, c'est 9,1 points et 111 de true shooting plus. C'est pour le petit clin d'œil, parce que c'est le duel à distance des deux joueurs. Josh Green qui a été drafté 18e et Desmond Bane 30e de la draft 2020, si je me trompe pas. Et donc, ouais, voilà, sachant que Desmond Bane a 2 ans de plus. Donc c'était son année rookie, alors que Josh Green, il a 22 ans maintenant, au bout de sa 3e année. Donc ça fait quand même une différence. Et bon, au-delà du clin d'œil un peu fun, c'était un peu un prétexte pour parler de Josh Green, mais tu l'as déjà fait, donc tant mieux. Et c'est pas non plus pour dire que dans cette comparaison que Josh Green va faire du 20 points par match comme Desmond Bane, évidemment. Mais effectivement, on a un développement qui a l'air d'arriver enfin cette année. Il n'a que 22 ans, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Il parle aussi de plus jeune, je veux dire, en termes de développement que Desmond Bane. Mais oui, la seule petite nuance que je mettrais au-delà de son très très bon niveau de jeu, c'est que, a priori, il semblerait que le 40% à 3 points, ce soit un peu une surchauffe. Oui, c'est une anomalie, ouais. Enfin, j'ai l'impression aussi, ouais. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, parce qu'on reprend un peu ces chiffres en carrière. Il n'y a pas trop d'indicateurs qui nous disent que c'est un shooter d'élite à 40%. Mais je pense que, voilà, si on se stabilise au niveau de la moyenne NBA, en fait, ce sera déjà un profil très valuable, parce qu'il faut inclure après le passing, il faut inclure le cut, il faut inclure le rebond, il faut inclure le niveau de défense aussi. On a vraiment un profil très très complet. Et là où du coup Desmond Bane va plutôt être un scoreur à volume, on va dire, pour Memphis, je pense que Josh Green, on est plutôt dans un profil role player de grand luxe en fait. C'est ça. Et un role player très moderne, comme dit. C'est-à-dire que il y a eu il y a eu l'époque des 3&D qui est un peu, maintenant en fait il faut faire plus quand t'es un 3&D, et Josh Green rentre complètement dans cette ère de les role players en fait sont des connecteurs, ce qu'on appelle des connecteurs, d'amplifier le décalage initial. Voilà. Après, les 40%, c'est sur 2,8 tentatives, donc c'est pas non plus sur 5 tirs par match, etc. Donc ouais, je pense que ça va un peu stabiliser. Mais ouais, il y a une telle activité en fait sur un parquet de Josh Green il peut être très valuable. Après, faut aussi trouver,
je sais pas si maintenant son adresse retombe par exemple à 34-35%. Est-ce que le coach saura toujours l'utiliser aussi bien? Enfin, c'est un peu un profil. Je sais pas comment le coach compte l'utiliser à l'avenir. Je sais pas si ce sera Jason Kidd ou pas. Mais je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais je me demande comment il sera utilisé en fait. Je vois dans l'idée, t'as dit que ça peut être un role player de luxe. Sur le papier, oui, mais est-ce qu'il sera vraiment utilisé comme tel? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais effectivement, c'est ça où c'est un peu bizarre parce que, en un sens, je trouve que c'est une des satisfactions de la saison et de l'autre côté, j'ai aussi l'impression qu'il n'a pas été autant utilisé qu'il aurait pu ou que moi j'aurais souhaité. On est sur du 25 minutes de jeu par match, c'est bien. J'avoue que j'espère, alors peut-être que je suis impatient, mais qu'encore une fois, il est très très jeune, 22 ans à peine, et qu'il explose un peu cette année à peine. Et j'aimerais bien le voir un vrai temps de jeu titulaire, en fait, pour la suite, à 30 minutes de jeu par match, un gros rôle de titulaire. Je pense qu'il est tout à fait capable d'assumer ce rôle-là, et sa défense ferait du bien. Clin d'œil au début de l'émission. Mais voilà, c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, c'est la satisfaction, et de l'autre, ça fait quand même 2 ans que à chaque fois, je me dis, Jason Kidd l'utilise pas autant que je voudrais. Donc effectivement, à suivre pour la suite, et comme tu dis aussi, à suivre la stabilisation de son shoot, parce que si ça retombe à un niveau qui est pas satisfaisant, mécaniquement il sera pas respecté suffisamment et ça marchera pas, quoi. Mais si on arrive à se stabiliser au niveau de la moyenne ou la moyenne plus au niveau du shoot, et je pense que ça peut être possible, oui, pour moi on a quelqu'un qui est de calibre titulaire à moyen ou long terme, je pense. Oui, je suis bien d'accord, C'est juste, ouais, c'est ça, c'est que ça me laissait sur la fin un peu son utilisation. Même parfois, en fait, quand il y avait ni Luka, enfin, pas Luka ou pas Kyrie ou ni Luka enfin, aucun des deux, et ben, il était toujours cantonné à un rôle un peu secondaire, etc. Donc ça me frustre un peu et c'est ce qui me fait aussi un peu peur pour la suite si en plus son adresse retombe. Mais, Ouais. enfin, je suis assez curieux de le voir à l'avenir, ouais. Oui, alors au niveau du shoot, on l'a pas dit, mais il est autour des 70% au lancer franc en carrière, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ce qui plutôt indique quelqu'un qui est pas génialissime au niveau des lancers, quoi. S'il faisait 40% avec 92% de lancers francs, ok. Mais là, on a un 40% qui est peut-être un peu de surchauffe, mais à voir, en tout cas, à confirmer ou pas, d'ailleurs. Ce qui est assez inquiétant, enfin inquiétant entre guillemets, c'est qu'il part de 56% pendant son année rookie et 69 l'année dernière. Donc en fait, tu te dis que la progression, elle a peut-être déjà eu lieu. Niveau lancer franc, tu veux dire, ou niveau 3 points? Non, niveau lancer franc. Il part de 56% sur son année rookie. Ouais, mais alors après... ouais, c'est sur un tout petit échantillon, hein. C'est sur un tout petit échantillon, ouais. Ça vaut pas grand chose, mais 44 sur 68 en 2 ans. Ouais, voilà, ça vaut vraiment en général, presque rien. 68 tirs, on attend plutôt 300, 400, 500. 68, c'est peu. Ouais, c'est ça. non, mais par contre, si on prend on rajoute aussi le tir à 3 points. Non, la NCAA, j'allais dire, on était déjà à ce niveau-là dans les 70 et quelques au lancer franc. Donc voilà, peut-être qu'on peut se tromper, ou en tout cas on verra l'évolution sur un plus gros échantillon. Mais a priori, déjà, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que déjà, si on a un shooter au niveau de la moyenne, voire au-dessus, déjà, en fait, ce sera une victoire vu le reste de son profil, en fait. Ouais, c'est ça. Il peut faire tellement d'autres choses en plus sur un parquet que ça peut être une pièce un role player de luxe, tout simplement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, très bien. Et bien du coup, j'ai pas besoin de parler de Josh Green, vu que tu l'as déjà fait. Je vois qu'on avait exactement les mêmes schémas de stats. Tout à fait. Les grands esprits se rencontrent. Alors moi, ma 5e et dernière stat, c'est 8. C'est 8 millions. C'est le salaire de Jason Kidd. Voilà, on lui donne et on lui dit de s'en aller. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante à moitié. Non, alors ma dernière stat, c'est pas du tout ça. C'est 4, en fait, ma dernière stat. C'est parce que pour moi, il n'y a que 4 noms que tu es à peu près sûr d'avoir ou de vouloir l'an prochain. C'est-à-dire Luka Doncic, Maxi Kleber qui est sous contrat encore, Josh Green, toujours sous contrat rookie, et Jaden Hardy aussi, le rookie de cette année. A priori, voilà, c'est un peu les 4 sûrs. En tout cas, les 4 sûrs que je veux conserver. Et l'autre chiffre un peu que j'avais, c'est que pourtant, on est déjà l'an prochain à 108 millions dans le salary cap d'argent en fait déjà engagé sur des joueurs. Donc Doncic est à 40 millions déjà l'an prochain, Maxi Kleber 11 millions, Josh Green encore contrat rookie, je disais 4 millions, et Hardy moins de 2 millions. Donc ça va. Mais je crois que tu en as parlé déjà tout à l'heure, mais on a Tim Hardaway qui est à 17 millions.
On a Davis Bertans qui est encore moins utilisé, qui est à 17 millions. On a du Reggie Bullock qui est à 10 millions. Alors, moi, ça me va de le garder aussi, Reggie Bullock. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être utilisé dans des trades, éventuellement, Reggie Bullock. Javel McGee, encore à 5 millions. Alors, c'est là où, paradoxalement, il a été signé pour très cher, mais du coup, ce qui peut être bien, c'est qu'il peut être utilisé dans un échange, du coup, pour une petite pièce. Donc ça, c'est un peu pour les joueurs sous contrat l'an prochain, mais que potentiellement pourraient ne pas être là si on fait des échanges. Surtout Hardaway et Bertans, à mon sens, pour être intéressant. Après, on a aussi Dwight Powell, free agent, qui était l'an dernier à 10 millions et qui est free agent cet été. Est-ce qu'il va être signé ou pas? Christian Wood, free agent aussi. Lui aussi était à 10 millions l'an dernier et plus dans les comptes à partir de l'an prochain. Mais est-ce qu'on va le re-signer ou pas? Est-ce qu'il va partir? Qu'est-ce qu'on fait de Kyrie Irving? On en a déjà parlé, mais voilà, c'est encore de l'argent à lui donner l'an prochain. Voilà, je sais pas trop dans quelle direction ils vont partir, mais c'est vrai que pour l'instant, on a parlé quand même aujourd'hui de Luka Doncic est une valeur sûre et le reste de l'équipe a quand même beaucoup de problèmes. On est peut-être à un tournant pour cet été, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être à partir de maintenant qu'on peut redessiner les contours de l'équipe, peut-être. Ouais, bah quelque part, c'est tous ces contrats, c'est un peu les pots cassés aussi de l'échec Porzingis, hein. Parce qu'en fait, Davis Bertans, c'est comment il est atterri là, c'est parce qu'il était dans l'échange contre Porzingis depuis Washington, pas depuis New York, mais voilà, etc. Et puis il y a, en fait, là où je suis un peu inquiet, c'est que tu vas redessiner puisque t'as quasiment aucun joueur sous contrat, mais t'as très peu d'assets. Je sais pas ce que t'en penses, mais t'as pas beaucoup de marge pas de cap, tout simplement, pour proposer du gros contrat, surtout si tu re-signes Kyrie Irving. T'as pas trop de pics. En jeune qui pourrait intéresser des équipes en reconstruction, t'as Jaden Hardy, qui fait une belle saison rookie. Je l'avais noté aussi au cas où, mais voilà, c'est à peu près tout, quoi. Enfin, qui va vouloir de Bertans, qui va vouloir de Tim Hardaway, qui va vouloir de Javel McGee, enfin, peut-être que des gens vont en vouloir, mais qu'est-ce que tu vas en tirer vraiment? Je trouve que la situation, elle est assez, compliquée, pour rester poli, à Dallas, et en même temps excitante parce que tu te dis, bon, là, ça y est, on peut partir sur une refonte d'effectifs autour de Luka, un nouveau projet, une équipe un peu plus, cohérente défensivement, etc. Et je suis assez, je sais pas trop comment me placer par rapport à l'intersaison qui attend Dallas. On va voir. Je sais pas si je dois être inquiet ou excité parce que d'un point de vue purement pragmatique, je suis plutôt inquiet, on va dire. Mais mais voilà, donc je sais pas trop ce qui va se passer. T'as pas tellement d'assets comme dit à Dallas. Bah oui, parce que t'en as dépensé dans les trades de Porzingis et dans les trades de Irving, en fait. Ouais, c'est ça. Donc il reste pas des masses de trucs, quoi. Alors après, il reste aussi le 10e pick. Ils ont le 10e pick qui est un plutôt bon asset qu'ils peuvent échanger, mais bon, il faut l'échanger contre un truc intéressant, quoi. Ouais, sur une draft qui, d'après tout le monde, a beaucoup de valeur. Donc un deuxième pick dans une très bonne cuvée, ça a d'autant plus de valeur. Mais oui, c'est leur plus gros asset s'ils veulent prendre un joueur, on va dire confirmé. Après, moi, je serais pas contre qu'ils gardent le pick et partir sur... Enfin, mine de rien, Luka Doncic n'a que 24 ans. Donc, pourquoi pas partir sur un projet un peu plus en interne et jeune, quitte à ce que ça prenne 2-3 ans. Après, je sais pas si Luka est d'accord non plus. Il y a plein d'interrogations, en fait, qui font que ça va rendre l'été absolument passionnant à Dallas. Je pense qu'il devrait échanger le 10e pick contre Jalen Brunson. Ça pourrait être intéressant. Non, mais effectivement, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses. Il y a un gros chantier. Et comme tu dis, il n'y a pas non plus une immense marge de manœuvre. Alors, c'est là-dessus où tout peut dépendre aussi du contrat d'Irving, en fait. Parce que si tu le re-signes pas, tu as un peu plus page blanche pour faire des trucs. Et encore. Mais tu vois, ils ont l'an prochain déjà 108 millions dans le salary cap pour l'an prochain. Même si tu enlèves les Tim Hardaway, 17 millions, Bertans 17 millions et Reggie Bullock 10 millions, t'enlèves tout ça, en gros, il reste le salaire que tu devrais donner à Irving, quoi. Donc ça donne par ailleurs pas non plus énormément de marge de manœuvre. Si tu arrives à enlever les 40 millions de Hardaway, Bertans et Bullock et que tu les donnes à Kyrie. Et si tu re-signes pas Kyrie, je sais pas, moi, il y a des options sur le marché, mais je sais pas à quel point c'est viable ou c'est faisable, hein, tout simplement. Moi, j'aimerais bien avoir un Draymond Green, mais j'aimerais bien le voir partout, en fait. Mais pour le coup, au niveau de la défense, je sais pas à quel point c'est à surveiller ou pas. Je sais pas Brook Lopez non plus. On dit toujours un peu les mêmes noms, mais parce que c'est la free agency de 2023.
Je pense aussi à un Jakob Poeltl, pourquoi pas, dans le type un peu pivot défensif de très bon niveau, et en plus Toronto, ça va peut-être exploser, donc on ne sait pas. Et un peu sous-payé, enfin sous-évalué, Oui, voilà, par son tout à contrat. fait, ouais, tout à fait. Et après, j'avais pensé à Grant Williams aussi, évidemment. Je ne sais pas à quel point ils peuvent aller chercher un joueur comme ça, mais c'est toute la difficulté, c'est que si à partir du moment où tu re-signes Kyrie Irving, il y a quand même plus beaucoup de place, quoi. Déjà, si Ouais. tu re-signes Irving et que tu veux aussi un pivot, donc tu vas re-signer Dwight Powell, bah, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, et donc ça te condamne un peu à devoir échanger À faire des les trades, ouais. autres, en fait. C'est ça, c'est assez inquiétant, je trouve, parce que en fait, même si tu te dis ok, bon bah je me place sur Draymond par exemple, en fait si tu te places sur Draymond, tu dois faire une croix sur énormément de gens, dont Kyrie Irving. Donc en fait, Ouais. tu vas devoir faire des choix. C'est pour ça que j'aime bien que t'aies dit Poeltl, parce que c'est des joueurs un peu pour lesquels tu vas pas casser ta tirelire entre guillemets et garder, même si ce sera pas énorme, mais garder un petit peu de marge en plus pour prendre deux trois joueurs comme ça qui peuvent rentrer dans le projet sans que sans que tu donnes tout ce que t'as pour eux, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, tu peux aussi ne pas casser ta tirelire pour DJ Augustin. Il va être free agent aussi. Mais est-ce qu'il peut aider l'équipe? Je ne sais pas. Est-ce que André Drummond va être sur le marché cet été ou pas? C'est une bonne question. Par contre, il y aura Goran Dragic. Alors, je ne sais pas s'il peut t'apporter sportivement, mais peut-être il peut venir mettre de l'ambiance avec Luka Doncic. On sait qu'ils Ouais, ils sont potes. moralement. Mais tout à fait. Ouais, du coup, voilà. C'est à voir, mais mon chiffre de 8 millions pour Jason Kidd, je l'ai dit un peu pour rigoler, mais que à moitié. Parce que, parce que je me demande comment ça va se passer la suite de ce cycle. Jason Kidd qui a signé pour 4 ans, il en a déjà fait 2. Voilà, à suivre. Parce que par contre, pour le coup, si on a une deuxième année décevante ou mauvaise, ça m'étonnerait pas que ça soit la fin, mais c'est toujours dommage de griller des cartouches quand tu dis Luka Doncic n'a que 24 ans, certes, mais sauf qu'il est déjà top 5 MVP et déjà calibre Oui. pour te porter très haut, quoi. Donc, il y a à la fois urgence et pas urgence, quoi. C'est un peu ça aussi le truc avec Doncic. Oui, 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 complètement. Et puis en plus, la NBA, ça va ultra vite et tu sais pas, enfin, une blessure, un joueur, enfin, ça peut arriver très vite aussi, quoi. Donc, quand t'as un joueur à ce niveau-là, faut tout faire pour en profiter au plus vite. Donc c'est pour ça que je te rejoins dans le sens où il y a un peu urgence, ouais. Ouais, et puis il y a même urgence au niveau contractuel, en fait, hein, parce que s'il est vraiment pas content pendant trop longtemps, on sait que les stars NBA, un peu, c'est comme ça. Si t'es pas content pendant longtemps, tu peux aussi demander ton trade. Et là, bon, voilà, c'est un peu, c'est pas ce que tu veux, quoi, clairement. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on on a déjà fait nos 10 stats? Est-ce qu'il te reste un peu des chiffres à droite à gauche ou des petits sujets qu'on n'a pas évoqués et que tu voudrais parler de? Bah, j'en ai parlé rapidement, mais j'avais noté Jaden Hardy, Ouais, j'avais fait un petit filtrage du coup sur NBA.com. J'avais pris que les guards de moins de 21 ans avec plus de 15% d'usage. Et ben, en fait, Jaden Hardy, il est premier. C'est le plus efficace de NBA. Donc voilà, j'avais envie de parler de lui un peu, qui mine de rien, avec les blessures, a un peu pu sortir du bois, on va dire, et qui a été drafté au second tour aussi, etc. Donc voilà, c'était un peu ça que j'avais noté en plus. Le reste, on a fait le tour de tout ce que j'avais noté, plus ou moins. bah, c'est vrai que sur Hardy, je sais que moi, par esprit de contradiction, je m'attendais à rien et même j'étais un peu sceptique, vu à quel point certains pouvaient être chauds sur lui, mais parce que j'ai un peu l'habitude que des gens soient très chauds sur ce genre de profil à la draft. Un peu le côté scoreur avec une palette technique assez impressionnante pour son âge, mais souvent, dans la majorité des cas, bah, si un scoreur de ce calibre-là est drafté aussi bas, c'est qu'en général, le reste du jeu est pas top, quoi. Donc, je me méfie toujours un peu de ces profils draftés aussi bas et qui sont vantés pour être ça va être un style parce qu'il a une palette de scoring assez incroyable et tout. Je me méfie. J'avoue qu'après avoir vu quelques trucs, c'est vrai que y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et après il faut voir à quel point est-ce qu'il peut être pas catastrophique en défense ou pas catastrophique au passing, ce qui est un peu le défaut de certains de ces joueurs draftés au deuxième tour qui pensent beaucoup à scorer et qui n'ont pas grand chose d'autre dans leur bagage.
Mais c'est vrai que ça peut être un profil assez intéressant, même si on a eu un minuscule échantillon, ne serait-ce que sur la qualité du tir. J'ai l'impression qu'on est quand même sur quelqu'un qui peut totalement évoluer off-ball. Et ça, c'est aussi une qualité, parce que voilà, le puncher en sortie de banc à la Jordan Crawford, c'est bien sympathique 2 secondes. Mais ne serait-ce que s'il a un très bon catch and shoot de qualité, et il peut apporter beaucoup de spacing en plus de ses qualités de porteur de balle autres, évidemment, ça peut déjà faire un joueur intéressant qui peut être sur le terrain pour apporter de bonnes choses, en fait. Ouais, c'est sûr. Ce puncher en sortie de banc, c'était bien il y a 10-15 ans, mais et encore. Mais c'est sûr qu'en plus, à côté d'un joueur comme Doncic, avoir cette arme du catch and shoot, ça décuple ta valeur en tant que role player, etc. Donc ouais, joueur, il y a à creuser, on va dire, c'est ce que j'ai envie de dire. On a vu des bouts, des flashs assez intéressants pour une année rookie, pour un second tour d'une année rookie, quoi. Ouais, effectivement. Mais je crois qu'en plus, il est très jeune parce qu'il n'était pas allé à la fac, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est drafté directement au lycée ou un truc comme ça. Il me semble qu'il fait G-League. Il a... Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Cette année, il avait 20 ans. Ouais, c'est ça. En fait, il a l'âge d'un rookie normal. Donc il est très très jeune, ouais. Donc c'est un des joueurs à suivre, évidemment. Mais effectivement, du coup on a à peu près fait le tour de cette saison 2023 des Mavericks. Mais en tout cas, merci beaucoup, Baptiste, d'être venu sur le podcast pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'est toujours un immense plaisir. En plus, pour parler de Luka, voilà, je ne pouvais être qu'heureux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Sachant que, les Mavs sont une équipe extrêmement intéressante d'un point de vue construction d'équipe et d'un point de vue talent et joueur qu'il y a aussi sur le terrain, bien sûr. Toujours intéressant de parler de Luka Doncic. Mais voilà, c'est vrai qu'on arrive peut-être à un tournant, ou en tout cas à un moment un peu charnière de construction d'équipe après cette année décevante. Donc il y avait pas mal de choses à dire, on a essayé de les dire. Et du coup, nous, de notre côté, pour la prochaine fois, je sais pas encore trop, mais soit ça pourrait être un autre épisode des stats de la saison, soit sinon, on pourrait se retrouver pour faire un bilan des finales NBA. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci, bien sûr, à Baptiste d'être venu sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.